reprend la main, reprend le contrôle. Le holtisme est né le 26 octobre 2024. Un nouveau mouvement voilà, vient d'être créé. La holtie ou le holtisme. Alors, c'était un néologisme en fait. Alors, la holtie, comment a été formé le mot holtie? Je vais vous expliquer. Le mot holtie est formé à partir du nom hold et du suffixe ie sur le modèle de mots comme par exemple monarchie, tyrannie, bourgeoisie, oligarchie, bureaucratie. Et je dirais aussi la Macronie. Alors, pour faire simple, holtie désigne l'entourage politique de Suzanne Holt. En fait, ce sont des personnes ou des personnages partageant ses opinions politiques, approuvant et ou en participant à ses décisions politiques. Et la majorité de ces gens-là, ils viennent, n'est-ce pas, des mouvements de gauche et ce sont eux qui l'ont porté au pouvoir. Alors, pour moi, mon nom, c'est Paulin Blaise Guit. Alors, j'ai écrit un livre qui s'appelle Nouveau-Brunswick en état de mort cérébrale, un coma. Très bientôt en français et en anglais, New Brunswick is a brain dead. Ça, c'est un livre que je vous recommande très fortement. Allez acheter ce livre et ne vous serrez pas dessus. Parce que tous qui ont lu mon livre ont été vraiment ravis, d'accord? Parce que ce livre que je vous présente ce livre comme une étape vers la transformation politique. Et ce livre vous propose une vision renouvelée vraiment pour le Nouveau-Brunswick, encourageant les citoyens à s'engager activement dans le changement pour construire ensemble une société plus solidaire et en même temps aussi plus unie. Parce que dans un monde où la diversité des opinions est essentielle à la démocratie, il est tellement bon et crucial de créer des espaces où les discussions peuvent avoir lieu d'une façon libre, d'accord? Et en dehors de ça, il y a un autre livre qui s'en vient en automne 2025, si Dieu me donne la vie. Ça s'appelle L'effondrement du Nouveau-Brunswick, la crise de confiance en politique. Alors ça c'est un très bon livre qui s'en vient, d'accord? Je suis en plein boulot pour ce livre-là et j'espère que Dieu va me donner la force et l'énergie de pouvoir vous le partager voilà, en automne 2025. Et vous savez, ce qui me caractérise pour la province, c'est que j'aime cette province. Et ceux qui me connaissent, je l'aime tellement qu'au point où, si j'écris, je ne suis pas en train d'écrire parce que je veux juste déranger, mais j'écris parce que j'aime écrire, j'aime partager, n'est-ce pas, mes expériences, mes recherches par rapport à ce que j'écris. Alors, vous pouvez trouver ces livres, comme je l'ai dit tantôt, n'est-ce pas, je vais le répéter, à la librairie Le Passage, amazon.ca Chapters, pour une somme, le premier livre que j'ai présenté, Nouveau dans un état de mort cérébrale, de 28,99 $. Le deuxième n'est pas encore sorti. Mais je vais vous dire une chose, prenez votre mal en patience. Et n'oubliez pas de mettre votre ceinture de sécurité, d'accord? Parce que le voyage va être long. Le voyage qui s'amorce pour les 4 prochaines années avec le mouvement Holti que je viens de décrire sera terrible et catastrophique sur les plans économiques et politiques. Alors vous allez dire, ben, Paulin, mais vous êtes très négatif, pas du tout. Je vais vous expliquer. Il y aura des grosses turbulences, d'accord? Des déceptions. Plus de révoltes pour les 4 prochaines années parce que les actes parlent déjà plus fort. Vous avez vu dernièrement, la première ministre, sa première grande décision qu'elle a prise, c'était de nous dire que voilà, le contribuable doit rembourser voilà, au prix salé, la facture salée de toutes ces femmes qui vont aller se faire avorter dans le privé. Voilà, quand ils vont revenir, il faut qu'on paye. Alors je me suis posé la question de savoir, est-ce que c'était la première décision à prendre, la plus importante pour la société, pour notre communauté, pour notre nation comme province? Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres choses plus importantes? Voilà, à mettre devant par rapport à cette décision. Mais c'est une décision qui vient de la première ministre, d'accord? Je vais vous expliquer. Alors, si vous m'écoutez, vous allez dire, oh, mais il est méchant, le mec, il veut pas qu'on avorte, il veut pas qu'on aille à l'extérieur, voilà, il comprend pas, il est du vieux monde. C'est pas ça le point. Mais je vais vous partager quelque chose. Écoutez-moi très bien. Alors là, j'utilise mon cerveau pour vous partager, d'accord? Mon intellect pour partager qu'est-ce que pourquoi je me pose à cette discussion. Parce que premièrement, il y a eu l'absence du débat public sur cette question-là. Il n'y a pas eu de débat. Voilà. Madame Hold, elle a décidé, comme ça, voilà, au point de la table, avec son cabinet, c'est la première décision à prendre. Pour quelles raisons? Les raisons ne sont pas valables pour beaucoup de citoyens se poser des questions. Alors, il n'y a pas eu de débat. Et c'est ce à quoi beaucoup de citoyens, n'est-ce pas, n'aiment pas les politiciens. Ils disent, ils prennent des décisions sans nous consulter. Mais c'est quoi débattre? C'est quoi le verbe débattre? Débattre, ce verbe qui désigne ne pas se battre. Donc, on peut débattre des questions qui fâchent sans se battre. Voilà. Débattre, c'est discuter sans utiliser d'arguments d'autorité. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas discuter en nous mettant beaucoup de pression, mais débattre, c'est argumenter. Je dirais, c'est pratiquer. C'est que Henri Bergson disait,
il appelait ça une politesse d'esprit. Donc, on peut débattre avec la politesse d'esprit sans agresser l'autre, mais pour trouver des décisions, je veux dire, communes, ensemble, ce qu'on appelle la synergie dans les décisions. Alors, il n'y en a pas. Il n'y a pas eu. Elle a décidé, hop, vous faites ce que je vous demande et vous allez payer, vous les contribuables. Et après, on se plaint que les citoyens ne veulent pas aller voter quand il n'y a pas de débat. Pourtant, nous sommes en démocratie. D'accord? Alors, débattre, c'est la politesse d'esprit. Mais la politesse d'esprit n'est guère autre qu'une espèce de souplesse intellectuelle. Alors, si on débat, il faut cette souplesse intellectuelle. Il faut qu'on essaye d'écouter l'autre, même si on n'est pas d'accord. Parce que la politesse est la grâce de l'âme et de l'esprit, et ça fait du bien, n'est-ce pas, au cœur et à l'intellect. Mais parfois, le débat peut prendre parfois du temps, ça peut devenir très ennuyeux, un vrai débat. Je le comprends. Mais à la fois, on sait pourquoi et pourquoi on est d'accord. Et ce sur quoi on n'est pas d'accord. Bon, on le sait. Donc, on peut avoir des discussions franches. C'est ça le vrai débat. Même si on n'est pas d'accord, mais au moins, on a quand même eu le temps de discuter sur des questions qui fâchent. Mais là, il n'y a pas eu de débat. Alors, ce que ça annonce, ça veut dire qu'il n'y aura pas de débat. Ça, c'est ma compréhension des choses. Si déjà à la base, on vient de dire ce gouvernement, il n'y a pas de débat. Imaginez-vous dans 4 ans, il n'y aura pas de débat. Alors, les débats aujourd'hui sont tellement devenus houleux, je le sais, et parfois invectifs, hein, d'accord? Parfois, le temps monte très vite, c'est chaud, ça manque de politesse. Mais débattre, en fait, quand on veut débattre, on accorde le temps à la discussion. Et aussi, qu'on comprenne qu'avoir un avis n'est pas la même chose que se forger un avis. Alors, on peut avoir un avis, c'est une chose, mais se forger un avis, c'est pas la même chose. Les gens, en général, ont un avis qui est souvent très tranché et ils s'estiment dédouanés de toute l'obligation d'apprendre à propos de ce sur quoi ils ont un avis tranché. Alors ici, moi, j'appelle ça un avis tranché. Elle a tranché parce que vous m'avez élu, point barre, il n'y a pas eu de débat. Mais alors en démocratie, le débat, il apaise les gens. Il responsabilise. Voilà. Mais non, il n'y a pas de débat. Je décide comme ça, c'est la première décision à prendre. Je m'en fous de tout ce que vous pensez. Et demain, les mêmes vont vous dire, mais ils ne sont pas d'accord. Parce qu'il n'y a pas eu de débat. Et on ne parle plus dans notre société. On est devenu tellement des chiens de faïence qu'on ne parle plus. Mais le risque immense que je perçois, voilà, je vais vous dire, ce que je perçois aujourd'hui, c'est qu'en politique, on est passé du registre de l'adversaire politique à celui de l'ennemi existentiel à battre. Aujourd'hui, en politique, c'est ça. On est passé de quoi? On est passé du registre de l'adversaire politique à celui de l'ennemi existentiel à battre. Alors, l'élection 2024, oui, le 26 octobre, nous le prouve. Et ça vient juste de passer. On cherche des ennemis à battre pour les chasser du pouvoir. Alors, en termes de la confrontation politique, ce n'est plus du tout la même chose. Avant qu'on avait un débat, on avait une confrontation politique, on pouvait discuter, n'est-ce pas, de notre vision du monde. Mais il n'y en a plus maintenant. Il ne s'agit pas simplement d'une alternance politique classique, c'est fini. Mais il s'agit maintenant de combat existentiel que vous menez contre un ennemi. Alors vous devez choisir quelqu'un que vous devez détruire complètement. Les médias vont le détruire, la population va le détruire. Alors ceux qui sont de la mouvance de X ou Y vont détruire l'autre. Alors là, et parfois, vous allez voir que quand vous êtes dans ce rôle-là, il est parfois difficile de vous en sortir parce qu'on a décidé de détruire son ennemi. Il faut l'insulter, il faut l'humilier, il faut l'abattre au lieu de débattre avec lui. Il faut le traiter de raciste, de xénophobe, d'homophobe, de misogyne, d'Hitler, de religieux, voilà, et de non-progressistes, parfois de l'extrême droite, de l'extrême gauche, d'être de l'ancien monde. Et le cas échéant, le cas atypique, l'ennemi à battre, c'était l'ancien premier ministre Hicks. Il a été abattu premièrement par son camp. D'accord? Alors, il a été traité de tous les mots que vous pouvez imaginer. Méchant, coup de personne, comprend pas, il est trop arriéré, il est vraiment narcissique. Voilà, son camp. Même les électeurs, voilà, il faut qu'on l'abatte. Je vais vous faire une confidence, vous me connaissez, ceux qui m'écoutent depuis très longtemps. Alors, j'essaie d'être un peu honnête avec moi-même et avec les autres. Moi, je l'ai combattu, pas pour les idées. Je ne l'ai pas combattu comme un ennemi. Pour les idées, j'ai écrit contre lui, et vous le savez très bien, je suis conservateur. Ce n'est pas un déshonneur, j'aime le dire. D'accord? Mais
je ne l'ai pas traité comme un ennemi. Parce que je voulais qu'il améliore les choses. Et ce qu'on voit aujourd'hui, on a oublié tout ce qu'il a fait. Je ne le défends pas. Hein. C'est un ennemi qu'on a abattu. On est content. D'accord? On est content. J'ai appris une leçon dans ma vie, on ne se réjouit pas du malheur des autres. On est content parce qu'il est parti. Mais ce qui est paradoxal aujourd'hui, c'est que tout ça, ça accroît votre participation parce que les enjeux sont colossaux. Vous irez voter pour l'abattre. Voilà. Il faut l'abattre. Mais les ressorts de votre vote ne sont pas une démocratie fonctionnelle, apaisée. Je vais expliquer ça clairement. Alors, au lieu de discuter sur le fond des choses, et même sur la forme, non, on cherchait un ennemi. L'ennemi à abattre, cette fois-ci, ça a été M. Hicks. Dehors. Xénophobe. Homophobe. Alors, vous pouvez imaginer tout ce que vous avez dit et tout ce que nous avons dit, nous tous, contre lui. Mais est-ce que ça apaise la démocratie? Pas du tout. Est-ce que ça envoie un message que la démocratie est une bonne chose à la population? Pas du tout. Il faut trouver son ennemi et il faut le détruire jusqu'à fond. Alors là, il est parti. Tout le monde est content. Il a même raté aussi. Voilà, il n'a pas pu être député dans sa circonscription. Quelle bonne chose, quelle bonne nouvelle. Et ça, c'est triste. On n'appelle pas ça de la démocratie. D'accord? Parce qu'aujourd'hui, le combat viscéral et existentiel, c'est un ennemi à abattre. Au lieu de trouver des solutions communes, voilà, aux principaux problèmes, n'est-ce pas, de la province, s'attaquer à la fois à leurs symptômes et aux causes profondes. Ils vont en guerre contre l'ennemi à abattre. C'est un des éléments préoccupants de notre démocratie aujourd'hui. Et je vous fais une confidence. Ce qui arrive aux autres peut aussi vous arriver. Donc vous l'avez fait en disant, mais super, il est parti, référendum contre lui. Alors maintenant on roule sur du beurre. Alors on est bien, le méchant est parti, détrompez-vous. Ça va retourner contre vous. Parce que c'est ça la vraie vie. Hein. Quand vous réjouissez du mal de l'autre, qu'est-ce que vous allez vivre la même chose. Je ne le souhaite pas, mais c'est ce qui risque d'arriver. Alors la province aujourd'hui est dans un état de déliquescence totale, avec une dette abyssale, une économie aux abois, et ça ne peut pas continuer comme ça, d'accord? Parce que le modèle économique s'est bâti sur la consommation et la désindustrialisation des 50 dernières années, n'a fait qu'accentuer la dépendance à ce levier de croissance. C'est pourquoi j'appelle tout le monde à nous rassembler, parce que ça ne peut pas continuer ainsi. L'explosion du déficit public n'est pas un problème conjoncturel. Depuis près de 50 ans, la dette publique aujourd'hui, ne fait qu'augmenter. Et ça n'arrête pas. Les crises budgétaires que nous vivons depuis belle lurette ne sont que révélateurs d'un modèle de croissance à bout de souffle. Dès lors, réduire les déficits ne peut se faire qu'en s'attaquant, n'est-ce pas, à la cause, à leurs racines. Et c'est la raison pour laquelle, nous demandons l'audit des comptes publics afin de s'attaquer à la racine du problème. Rassemblons-nous, les amis. Parce que l'heure est grave. Lorsque les gens perdent confiance dans les institutions, ils perdent aussi confiance dans leur histoire que ces institutions racontent. Il faut rompre avec l'état profond. Il faut rejeter le déclin, la déconstruction de notre nation. Défendons la liberté avec force et à tout prix, loin de ces élites-là pleutres et bravaches qui nous gouvernent depuis plus de 50 ans. Souvenez-vous d'une chose, toutes les promesses qu'ils nous vous ont faites n'ont accouché que d'une souris. C'est tout. Que d'une souris. À nous de surfer sur notre liberté et sur notre souveraineté. Il faut gagner le combat de notre émancipation et de notre souveraineté, de notre autodétermination. Alors l'information, c'est vous. Et les médias, c'est pour le peuple. Il faut bâtir une province qui gagne en écoute, en simplicité et en efficacité. Pour tous, et en considération de chacun dans la bonne république, comme disait M. Montesquieu, on dit nous. Dans la monarchie, on dit moi. Apprenez à dire nous le peuple, nous le Nouveau-Brunswick, nous la grande province. L'exception de la politique néo-brunswickoise, c'est la mesure et la raison. Alors nous avons besoin de l'éthique de discussion. Rassemblons-nous. Sachez que vous allez faire face à des vents contraires, mais tenez bon et ne lâchez rien, les amis. Parce que quand le peuple est rassemblé, c'est une force inimaginable. Alors j'ai une grande confiance dans le peuple, disait Abraham Lincoln. Si on lui dit la vérité, on peut compter sur lui. Et pour faire face à n'importe quelle crise mondiale, nationale, provinciale, l'important est de lui présenter la réalité des faits. Alors je vais le répéter. J'ai confiance dans le peuple, disait Abraham Lincoln. Si on lui dit la vérité, on peut compter sur lui.
pour faire face à n'importe quelle crise nationale. L'important est de lui présenter les réalités, voilà, la réalité des faits. Alors le général de Gaulle disait, rien ne rehausse l'autorité comme le silence, splendeur des forts et refuge des faibles. Le silence est un instrument de pouvoir et un ami qui ne trahit jamais. Le peuple du Nouveau-Brunswick, depuis plus de 50 ans, est dans le silence assourdissant et il ne fait aucun bruit. Mais il est le peuple adulte, mûri par les épreuves. Aujourd'hui, ce peuple commence à parler. Il refuse d'aller voter. Il s'exprime sur les médias sociaux. Il a compris les tactiques, n'est-ce pas, mafieuses de celles de ceux qui nous gouvernent. Il déteste des faux semblants du discours politique. Il n'aime pas l'état profond. Il est abandonné, il se sent abandonné. Il souffre, il est en colère. Il est contre, n'est-ce pas, les injustices sociales. Il déteste la politique. Et il déteste le politique et la politique qui ne tient pas à ses promesses. Et il ne croit plus aux institutions. Il veut repenser la promesse. Il veut écrire lui-même son roman provincial. Il est en train de se réveiller parce qu'assez, c'est assez. On ne gouverne pas contre son peuple. On ne gouverne pas contre son peuple. Alors, pendant plus de 50 ans, on a été gouverné contre nous. Alors, tous ces leaders, la majorité, ont gouverné la province contre nous, en fait. Mais pourquoi on se plaint? Pourquoi les promesses ne sont pas tenues? Alors, nous avons besoin d'un éveil politique dans notre province. Et nous avons le devoir, voilà, d'explorer les solutions aux principaux problèmes de la province, s'attaquer à la fois à leurs symptômes et aux causes profondes. Alors, il y a une énergie dans le pays et une envie de changer chez les citoyens et les citoyens de notre province, dont je suis profondément convaincu. Il y a une forme, voilà, de sentiment de mal-être terrible. Alors, je pense que les gens sont prêts au changement, à condition qu'on leur donne du sens et des perspectives. Le clivage droite et gauche nous empêche, à beaux égards, voilà, à beaucoup d'égards, pardon. Et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin d'une refonte profonde et sincère pour savoir comment voulez-vous repenser la province et la projeter. Alors, les partis politiques sont sclérosés dans les réflexes. Un nouveau mouvement politique est possible. Et il faut canaliser la colère et la résilience des citoyens. En plus, nous avons besoin, n'est-ce pas, de l'éthique des discussions. Et il faut des têtes nouvelles et non des vieux partis politiques qui se regardent en chien de faïence. Voilà, parti libéral, parti conservateur. Les résistants ne peuvent pas rester taiseux face à un monde qui va au désastre. Un monde où l'humain ne compte plus. Les gens ne peuvent pas rester taiseux face aux choses qu'une certaine élite politique, voilà, bravage, pleutre, gravataire, nous impose sans qu'on ait un seul mot à dire depuis plus de 50 ans. Vendre la lune, ils vendent du sable. Oh, ils savent le faire. Mais c'est totalement cru. Nous invitons les citoyens à se rassembler pour exiger des actions concrètes et à ne pas se contenter de promesses vides en travaillant ensemble. Il est possible de construire un avenir où la politique est plus connectée aux réalités des gens et où chacun a la possibilité de contribuer au développement de la province. C'est une action qui est unique de réinventer la politique pour un avenir plus solidaire et juste. Rassemblons-nous, les amis. Nous avons besoin d'un nouveau mouvement, d'un nouveau départ, une nouvelle vision. Alors, mon livre, Nouveau dans un état de mort cérébrale, un coma arrive très bientôt, comme je vous ai dit. D'accord, il est là. Et en anglais, New Brunswick, c'est Brain Dead. Et n'oubliez pas, les amis, il y a un autre qui sort en automne, le fondement du Nouveau-Brunswick, la crise de confiance en politique. S'il vous plaît, achetez celui-ci qui existe déjà sur le marché et attendez l'autre qui arrive, n'est-ce pas, au mois d'automne. Alors, partagez, abonnez, souscrivez, partagez les amis et mettez un cœur, likez et allez regarder mes chaînes YouTube, Twitter, Instagram, TikTok, LinkedIn et voilà, partagez. C'est quand on partage, ça devient une chaîne qui ne s'arrête plus. Et la chaîne, c'est vous. Il suffit juste une action pour que la chaîne ne s'arrête plus jamais. Et cette chaîne-là, c'est vous. Nous devons reprendre la main. Reprendre, n'est-ce pas, le contrôle. Parce que, je vous dis une chose, la Holti qui vient de naître, c'est la catastrophe. Ne lâchez pas. Donnez votre opinion. Rassemblons-nous. Alors, comme je vous dis tout le temps, ce mouvement-là, il est en marche. Et c'est vous qui devez le créer. C'est vous qui devez être n'est-ce pas, les premiers, les avant-gardes de ce mouvement-là. Alors, n'oubliez pas de me contacter. Nous sommes capables de faire de grandes choses ensemble. Et comme Abraham Lincoln l'a dit, j'ai tellement aimé ça, quand je l'ai mis, n'est-ce pas, dans mon texte, je vous le relis parce que c'est très important. Il a dit, j'ai une grande confiance dans le peuple, disait Abraham Lincoln. Si on lui dit la vérité,
on peut compter sur lui pour faire face à n'importe quelle crise nationale. L'important est de lui présenter la réalité des faits. Alors ici, moi j'essaie de vous présenter la réalité des faits parce que vous êtes un peuple fort, un peuple adulte. Alors je vous souhaite un excellent, voilà, une excellente fin de semaine. Partagez, 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 partagez. Et partagez. Vous avez des idées, voilà, ne manquez pas de me partager parce que nous devons, n'est-ce pas, créer ce mouvement-là qui partage, qui croit, qui invite les gens, n'est-ce pas, à participer à la vie politique avec, voilà, avec honnêteté, avec franchise, mais pour faire des choses en commun. Parce que l'union fait la force. Alors, merci beaucoup et à très bientôt. Ciao. Ciao.